Bonjour à tous, petit incident technique, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais, bienvenue dans le live des auto-entrepreneurs, un live riche aujourd'hui puisqu'il s'agit de faire un point complet sur les nouvelles dispositions liées au reconfinement. Je lance un décompte de 2 minutes, le temps aux personnes de nous rejoindre et on se retrouve tout de suite après, sans problème technique. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, en temps normal on se souhaite un bon anniversaire ou une bonne année, mais désormais on se souhaite aussi un bon confinement, à la différence que ça risque d'être plusieurs fois par an. Si après la première vague nous avions tous espéré, le gouvernement en premier, que c'était désormais du passé, force est de constater que le virus est loin d'avoir dit son dernier mot. Du coup, vous allez le voir, si l'État, à partir de juillet, avait décidé de limiter son soutien à quelques activités, aujourd'hui c'est très différent. Et donc ce live, c'est l'occasion de faire le point avec Grégoire. Salut Grégoire, comment vas-tu? Salut Ludovic, bah, très bien, ça va pas mal. Ça va pas mal. Alors Grégoire, aujourd'hui, donc je vous disais, un live pour faire un point complet parce qu'il y a des évolutions, il y a pas mal de choses à dire. Et le premier sujet, c'est une question qui revient énormément, c'est finalement qui peut travailler? Alors, c'est effectivement la première grande question à laquelle on essaye tous de répondre depuis l'allocution de Monsieur Castex hier soir. On va partir d'abord des textes. Alors, comme toujours d'ailleurs, hein, Ludovic, je tiens ce petit propos de précaution avant de partir dans les détails. Excuse-moi. Tout ce que l'on dit là dépend évidemment des textes qui ont déjà été publiés et des textes qui seront publiés, mais on a également des informations en direct de Bercy. Donc, on est très prudent par rapport à tout ce qu'on vous dit. La plupart des choses sont assises sur un texte ou sur un décret, mais certaines ne sont pas encore publiques. Donc, effectivement, ça peut bouger, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps, notamment pendant le week-end, auquel cas on vous tiendra informé, notamment sur le site de la Fédé, de toutes les évolutions. Donc, pour répondre à la question qui peut travailler, on se base sur le décret qui est sorti donc, cette nuit. Hein, il y a un décret assez complet qui concerne en fait l'ensemble des mesures générales nécessaires au nouveau confinement, à la deuxième étape du confinement, qui est le décret du 29 octobre 2020, qui est le décret 2020-1310. On l'a publié d'ailleurs sur Facebook. Et donc ce décret donne 3 articles intéressants. Il y a beaucoup d'articles dans le décret, mais il y en a 3 qu'on a vus. Il y a l'article 27, l'article 28 et l'article 37. Je crois Donc, que l'article qui est tout le monde, en gros, tout le monde, c'est ça, hein, tout le monde hors fermeture administrative peut travailler finalement. en fait, c'est la règle. C'est-à-dire que tout le monde peut travailler à l'exception des activités nommément interdites, donc effectivement les fermetures administratives. Donc, clairement, c'est l'article 27 qui dit ça, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, peut ne pas permettre de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, ou l'usager, ce qui est un peu la même chose,
Alors le professionnel concerné met en œuvre des mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. Ça veut dire qu'en gros, s'il ne peut pas le faire dans son établissement, et je pense notamment à toutes les activités de santé, d'esthéticienne, de coiffure, etc., si vous ne pouvez pas exercer ces activités dans votre magasin ou dans votre boutique, dans votre local, dans votre lieu d'exercice habituel, vous prenez des mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. Ça veut dire, en clair, vous le faites à domicile. Est-ce Donc, qu'on peut pour être donner très des clair sur exemples le principe, d'activités? Ça veut dire concrètement, Grégoire, parce que c'est vraiment une question qui revient, si on fait des activités à domicile, si on est coiffeur à domicile par exemple, eh ben, on peut continuer à oui, travailler si on fait attention. oui, et c'est la même chose pour les coiffeurs, mais c'est la même chose pour les esthéticiennes, c'est la même chose pour un certain nombre de professions paramédicales ou de santé. C'est évidemment la même chose pour des activités de coaching sportif, toutes des activités qui finalement s'exercent d'une personne à une autre et qui ne peuvent pas s'exercer dans un magasin ou dans un local parce qu'elles mettraient en relation trop de personnes entre elles et qu'elles brasseraient finalement de la population, peuvent se faire à domicile. Et ça, c'est mentionné dans l'article 27. Alors je sais que c'est un peu du charabia quand on lit l'article, mais en tout cas c'est très clair. On est hors du cas des fermetures administratives qu'on connaît bien, hein, c'est-à-dire en gros les bars et restaurants. Et D'ailleurs, donc si on je peux peut me exercer permettre cette notre parenthèse, activité. on a l'impression que ben, il y a beaucoup d'activités qui vont pouvoir continuer finalement à fonctionner. C'est surtout les bars et les restaurants qui sont aujourd'hui pénalisés. Oui, je pense que c'est en fait un peu la règle. C'est-à-dire que finalement, pour simplifier le message et pour rassurer un peu tout le monde, il y a beaucoup d'activités qui vont pouvoir finalement se poursuivre. L'objectif, c'est quand même de travailler, hein, je crois qu'il faut quand même le redire. Et l'objectif, c'est de faire un confinement qui limite le brassage social et le brassage finalement de population, mais qui n'arrête pas l'économie. Donc, il faut être très clair et être un peu volontariste aussi chez nous, hein, chez les auto-entrepreneurs, chez tous nos adhérents. Vous pouvez travailler en tant que psychologue, en tant que kinésiologue, en tant qu'ostéopathe, en tant qu'acupuncteur, en tant que profession effectivement de massage bien-être ou de coiffure, d'esthéticienne. Vous pouvez travailler toutes les activités qui sont liées à du service à la personne et qui sont à domicile peuvent continuer à s'exercer. Voilà, les activités de coaching, je l'ai dit, sportives notamment si elles sont en face à face et si elles ne mettent pas en relation plusieurs personnes à la fois, peuvent s'exercer encore. Donc on a pas mal de cas d'activités qui peuvent se poursuivre. Attention, hein, Ludo, c'est pas parce qu'on dit ça que les gens vont consommer. C'est-à-dire que, bien sûr, les professionnels vont pouvoir proposer des services. Est-ce que pour autant, les particuliers vont consommer les services en plein confinement? Ça, c'est pas du tout certain. Oui, c'est ça, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça aussi qu'il y a le fonds de solidarité, on peut continuer à travailler dès lors qu'on n'est pas en fermeture administrative et qu'on respecte bien les règles sanitaires, mais effectivement, il n'empêche que l'économie ne tourne pas normalement et que les clients ne seront pas forcément au rendez-vous. Oui. Euh, à ce propos, on pourrait évoquer un peu l'histoire des coiffeurs, parce qu'il y a un petit peu une polémique aujourd'hui sur les coiffeurs à domicile qui peuvent continuer finalement à exercer leur activité et qui constituerait une forme de concurrence déloyale à l'égard des salons. Qu'est-ce qu'on répond aux salons là? Alors, en fait, il n'y a pas de concurrence. La logique de concurrence de loyale est toujours un argument que je réfute assez fort parce que c'est pas très clair. Euh, quand on est donc dans un salon, le fonds de solidarité va être ouvert pour ceux qui sont dans des salons jusqu'à 10 000 euros, sans justification de perte, avec une exonération totale de charges, sans doute sur l'année complète, et avec une prise en charge de l'activité partielle pour les salariés qui sont mis au chômage. Donc l'aide concernant les salons qui ferment est assez énorme. Elle est même euh, inédite, hein. Il n'y a jamais eu ça en France. Quand on est coiffeur à domicile, c'est pas du tout la même aide, puisqu'on n'aura pas droit à 10 000 euros, mais seulement à 1 500 € max. Il faut justifier d'une baisse de chiffre d'affaires alors que le salon n'a pas besoin de justifier. Et il y a un simple report de cotisation sociale et pas une exonération. Donc c'est complètement différent d'aide et d'accompagnement de l'État. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale. Finalement, à chacune des situations viennent s'appliquer des aides différentes. Alors pour être très concret, désormais, parlons du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, donc, qui désormais est réouvert à tous,
sans distinction de code d'activité, sans distinction de code APE. Je crois que beaucoup l'ont déjà bien compris, jusqu'à Oui. 1500 euros par mois pour certains, jusqu'à 10 000 euros par mois pour d'autres, et ce jusqu'à la fin décembre et à compter du 1er octobre. On confirme cette information qu'on a publiée ce matin. C'est une information de la Fédération des auto-entrepreneurs. Le fonds de solidarité est très ouvert à toutes les activités à compter du 1er octobre, Grégoire. Oui. Donc, effectivement, je pense que ça, d'abord, c'est une très très bonne nouvelle. Et on ne va pas bouder notre plaisir en matière de bonnes nouvelles en ce moment, hein, il y en a peu. Ça faisait partie des recommandations et des demandes très fortes que nous avions adressées à Bruno Le Maire avec une trentaine d'organisations professionnelles pour demander la réouverture du fonds de solidarité dès septembre. Donc, je rappelle que notre demande, c'était une rétroactivité sur septembre. Donc, clairement, on n'a pas obtenu totalement tout ce qu'on voulait. À la lecture d'un certain nombre d'éléments factuels et notamment de crise économique et du fait que le confinement débute fin octobre et pas début novembre, Bercy va tout faire. Bercy va tout faire. J'ai eu les conseillers ministériels hier au téléphone. Bercy va tout faire pour ouvrir le fonds de solidarité sur octobre. Et donc, la demande pour octobre devrait être présente dès les premiers jours de novembre. Vous devriez pouvoir faire votre demande de fonds de solidarité sur octobre. Alors, on rappelle quand même les règles. Elles n'ont pas changé. En fait, elles sont assez simples. Le fonds de solidarité ouvert à tous, avec 50% de baisse de chiffre d'affaires, plafonné à 1500 euros pour quasiment tout le monde. Et les activités S1 et S1 bis, eux, sont déplafonnés, c'est-à-dire qu'ils ont droit jusqu'à 10 000 euros d'aide, bien sûr dans la mesure du chiffre d'affaires perdu, et sans finalement baisse de chiffre d'affaires supérieur à 50%. Donc s'ils ont une baisse simplement de 20%, ils peuvent quand même bénéficier du fonds. Évidemment, s'ils ont une baisse de 80%, ils pourront aussi bénéficier du fonds. Voilà. Donc on est sur les logiques assez classiques qu'on connaît depuis septembre. Le fonds de solidarité, hein, c'est vraiment l'aide principale que le gouvernement met en œuvre. Fermeture administrative, S1, S1 bis sur tout le territoire, une aide mensuelle allant jusqu'à 10 000 euros, sans exception. Les entreprises qui, elles, sont, je l'ai dit, dans le tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel, culture, sport et tous les factures, enfin, ce qu'on appelle les S1 et S1 bis, eux donc, ont la même aide jusqu'à 10 000 euros avec 50% de baisse de chiffre d'affaires. Et tout le monde, tous les autres, qui ne sont ni fermeture administrative, ni S1 et S1 bis, ont droit à 50% du chiffre d'affaires, donc la baisse 50% et 1500 euros par mois maximum. Donc, comme on avait Je tiens à préciser on a des informations qui nous arrivent progressivement et d'après cette information qui remonte du bureau de la Fédération des auto-entrepreneurs, la coiffure à domicile serait interdite. Hein, c'est Frédéric David, la déléguée générale, qui nous indique ça. Donc évidemment, ça serait une information de la préfecture de police. Et donc évidemment, on va éclaircir tout ça, puisque c'est forcément une rumeur qui va rapidement, comment dirais-je, être communiquée à beaucoup de monde. Donc on va évidemment ouais, creuser là-dessus. si c'est la préfecture, c'est pas forcément, encore une fois, c'est pas forcément une donnée fiable. Hein. Parce que le décret est Bon, clair. d'abord parce que c'est pas la préfecture je rappelle que c'est pas les préfectures qui décident des établissements qui sont ouverts ou fermés, ça relève des directs. Et deuxièmement, le décret n'est pas encore sorti, donc il faut regarder en détail ce que va sortir Bercy. Je pense que Dans le décret, alors le décret n'est pas encore sorti, mais le peut-être décret certains préfets ont des dispositions supplémentaires dans certains départements en fonction de la crise sanitaire. Mais de manière générale, il est, je pense, encore un peu prématuré pour dire que la coiffure à domicile est interdite. Je pense que ce ne sera pas forcément le cas partout. Voilà. Surtout Donc, avec ce qu'on a vu justement sur le décret paru ce matin qui dit que si on applique bien les mesures de distanciation, bon c'est plus compliqué quand on est coiffeur, mais les mesures de protection face au virus, normalement on peut continuer à exercer son activité. Et puis philosophiquement même j'ai envie de dire le gouvernement c'est vraiment son objectif, c'est une sorte de confinement adouci, ça a été dit, et donc l'objectif c'est que l'activité puisse continuer pour tout le monde et oui, que tout le monde puisse continuer à travailler et de pas mettre complètement le pays à l'arrêt. Hein. exactement. Et c'est pour ça qu'il faut être très précis par rapport à chaque région, enfin chaque département en fait, qui sera finalement soumis à des règles un peu spécifiques de certains décrets, de certains préfets ou de certains préfets de région. Oui. Mais de manière générale, il faut d'abord regarder le décret pris par le gouvernement.
Et Donc en ça veut dire, l'occurrence, Grégoire, juste une pour question. l'instant, la règle, Je vais être très c'est pas pratique. Je vais être très les pratique. Grégoire, je vais être très pratique. Ça veut dire que concrètement, on peut avoir un décret et que ce décret finalement soit pas appliqué dans une région parce que le préfet a décidé que Oui, ça serait pas possible dans sa région. exactement. En fait, il y a une règle générale qui est prise par le gouvernement sur l'ensemble des décrets. Et ensuite, il y a une règle par département ou par région. Alors encore, il y a une feuille territoriale qui fait que les préfets de région peuvent prendre des dispositions et les préfets de département peuvent en prendre d'autres, qui fait que dans certaines régions, ça peut être plus dur, ça peut être plus resserré, ça peut être plus difficile effectivement d'exercer une activité professionnelle que dans d'autres. Et je rappelle que souvent, c'est pris en fonction de l'évolution du virus dans les régions ou dans les départements. Oui, alors, cette information qui était apparue dans notre groupe, en fait, elle est pas vérifiée, j'aurais peut-être pas dû la citer, puisque c'était un questionnement qu'on se posait, puisque c'était un adhérent qui nous avait dit, voilà, j'ai appelé la préfecture de police de ma région, et on m'a C'est dit, ça. chez moi, la coiffure est interdite. Donc, voilà, apparemment, effectivement, dans sa région, je ne sais même pas précisément quelle est cette région. Donc, on oublie cette info, on va attendre le décret qui précise clairement les activités qui peuvent exercer. Mais on le rappelle, si vous respectez les mesures sanitaires, c'était indiqué dans le décret de ce matin, vous ne devriez avoir aucune difficulté. On continue avec la condition de baisse de chiffre d'affaires, Grégoire. Alors, ben, je rappelle donc la règle, hein. La condition de baisse de chiffre d'affaires, elle est bien de trois natures différentes. Quand on est en fermeture administrative, on n'a pas de condition de baisse de chiffre d'affaires. Quand on est dans les secteurs S1 et S1 bis, donc effectivement les secteurs dits du tourisme, hôtellerie, restauration, etc., on a une baisse de chiffre d'affaires de 50%, mais on a droit à 10 000 euros d'aide, non pas à 1 500. Et quand on est dans aucune de ces deux catégories, donc ni fermé ni en activité S1 S1 bis, alors on a droit à 1 500 euros maximum, mais avec une condition de 50% de baisse de chiffre d'affaires. Alors on a plein de questions sur les 50%. On rappelle les règles qui sont déjà bien connues depuis le premier confinement. 50%, c'est soit du mois d'octobre 2020 par rapport au mois d'octobre 2019, soit du mois d'octobre 2020 par rapport aux 12 derniers mois glissants, donc en l'occurrence octobre 2019 à septembre 2020, soit pour les activités qui ont été créées il y a moins d'un an, sur la période allant de la création d'activité à la date du jour. En tout cas, enfin, au 30, 31 du mois précédent la date du jour. Ça nous amène à une question qu'on a souvent et à laquelle on ne peut pas répondre encore aujourd'hui, c'est comment sont traitées les activités qui ont été créées depuis mars ou avril ou mai de cette année. Donc celles qui ont été créées finalement en cours du premier confinement ou juste après le premier confinement. Là encore, il faut qu'on attende le décret parce que ça sera précisé en fonction des dates de création dans les décrets à venir. A priori, je vous rappelle que le premier confinement avait mis une date butoir qui était une création avant février. Donc là, il y aura sans doute une date butoir qui sera d'une création avant septembre, j'imagine jusqu'au 31 août inclus, et que donc on devra faire des calculs pour ceux qui se sont créés par exemple en août, du mois d'août versus le mois d'octobre. Voilà, ça risque d'être des calculs comme ça. Mais soyons très clairs, il n'y a pas grand-chose à aller chercher comme aide pour ceux qui viennent de créer leur entreprise. En général, le chiffre d'affaires étant relativement faible à la création, je doute que le fonds de solidarité soit très élevé pour eux. Oui, d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que les entreprises lancées cette année sont éligibles au fonds de solidarité? Effectivement, a priori, elles le sont. Encore une fois, ça dépend de leur date de création, ça dépendra du décret qui va sortir. Je pense que celles qui ont été créées entre janvier et août devraient être éligibles à ce fonds de solidarité-là. Maintenant, le mode de calcul sera un peu complexe, puisqu'effectivement, si vous avez été créé en juillet, que vous avez fait 2 mois de chiffre d'affaires à 200 euros par mois ou 300 euros par mois à l'occasion de l'été ou à l'occasion de la rentrée, vous allez bénéficier, si vous faites 100 euros ou 0 euros en octobre-novembre, vous allez bénéficier de 200 euros d'aide. Donc ça ne sera pas forcément énorme en termes d'accompagnement et d'indemnisation, mais c'est toujours ça de prix dans une période bien compliquée pour tout le monde. Il y a beaucoup de commentaires hein, sur qui peut continuer à travailler, qui peut pas continuer à travailler. Il y en a qui mettent dans les commentaires les esthéticiennes peuvent pas, les coiffeurs peuvent pas. Il y en a qui disent que ça font peu. Là, c'est quand même le grand flou encore sur qui peut continuer à exercer son activité, même si on l'a dit ce matin, je le remets à l'écran, le décret qui précise que si toutes les activités respectent les mesures sanitaires, on peut continuer son Oui. activité. Mais ça reste flou, Grégoire, hein. Bah, à l'article 27, il dit bien, si vous ne pouvez pas recevoir des gens dans votre local parce que ça met en jeu trop de conditions qui fait que vous ne pouvez pas respecter les gestes barrières, trop de présence à l'intérieur, etc., vous pouvez mettre en place d'autres mesures sanitaires.
d'autres mesures, en tout cas de nature à respecter les règles sanitaires. Le travail à domicile est, je rappelle, autorisé notamment dans le cadre du service à la personne. On peut tout à fait se rendre aujourd'hui dans le service à la personne, personnes âgées, garde d'enfants, ménage, etc., dans le foyer d'une personne pour rendre un certain nombre de services, y compris sur le corps humain, hein, faire la toilette, etc. Donc, on ne voit pas tellement pourquoi, si on respecte les gestes barrières, qu'on porte un masque, qu'on se lave les mains, on ne ferait pas d'esthéticienne, de coiffure ou d'activité de massage bien-être dès lors que c'est au domicile. Ça me paraît assez peu explicable. Maintenant, je redis aussi, et le débat sur le préfet d'un département ou d'une région est là pour l'illustrer, je redis aussi qu'il y a une règle nationale portée par Bercy, la Direction générale des entreprises, etc., qui donne les règles nationales et qu'ensuite il y a une règle par département ou par région que les préfets vont pouvoir ajuster. Et clairement, les régions où l'épidémie est violente, comme en Île-de-France et dans le Sud-Est en particulier, ou dans les grandes métropoles, On il peut est imaginer que ce probable soit qu'on plus dur. interdise l'accès à domicile. On peut imaginer du coup que ce soit effectivement plus dur. Donc sur ces questions-là, il y a un principe de base et on vient de le voir dans le décret. Maintenant, il faut attendre effectivement aussi les décisions qui seront prises au niveau local finalement, hein. Oui, exactement. Il n'y a pas grand-chose à rajouter pour l'instant sur ce sujet-là. Alors, une autre question hein, qui revient, c'est concernant le déplacement, l'attestation de déplacement pour les indépendants, comment ça fonctionne? Alors, malheureusement, là-dessus, on n'est pas aidé. Soyons clairs, l'attestation de déplacement permanente, qui existe dans deux seules situations, n'est pas ouverte aux travailleurs non salariés, n'est pas ouverte aux indépendants, n'est pas ouverte aux auto-entrepreneurs. Je rappelle les deux attestations permanentes. Il y a l'attestation scolaire pour aller chercher ses enfants à l'école ou les amener à l'école. C'est une attestation permanente qui est générée par l'établissement scolaire à destination des parents pour aller chercher les enfants à l'école. Et il y a l'attestation employeur qui permet de se rendre de manière régulière ou accessoire dans les locaux de l'entreprise, à condition que l'employeur, en général le patron ou la DRH, ait fait cette attestation. Les travailleurs non salariés n'ont pas accès à cette attestation-là. Ils doivent donc prendre l'attestation dérogatoire, mais quotidienne. Ça veut dire, hélas, que vous devez vous faire, comme pour le premier confinement, une attestation dérogatoire tous les jours. Sans indiquer le lieu où vous vous rendez, puisque vous pouvez le faire en disant que vous ne savez pas précisément dans quel lieu vous vous rendez, notamment si vous faites des livraisons dans Donc plusieurs pays, l'attestation etc. employeur, l'attestation employeur fonctionne pas pour les Non, indépendants? non. L'attestation employeur ne fonctionne pas, c'est mentionné spécifiquement en bas de l'attestation employeur. Elle n'est pas éligible aux travailleurs non salariés, je le redis parce que c'est très clair et c'est vraiment expliqué sur le ministère de l'Intérieur et sur le site du gouvernement. Vous ne pouvez pas utiliser l'attestation employeur. Vous n'êtes pas employeur, vous êtes travailleur non salarié. Donc vous utilisez l'attestation dérogatoire quotidienne en cochant la deuxième case, qui est la case, qui est le motif classique de, de déplacement pour des raisons professionnelles, que ce soit pour vous rendre chez un fournisseur ou pour vous rendre chez un client, notamment pour le livrer, ou sur un chantier, bien sûr, pour réaliser votre mission, votre travail. Très bien. Voilà. Donc Et bien sûr, d'ailleurs, on vous on sait invite. si les clients se déplacent par exemple, chez le professionnel, quelle case ils cochent? Alors, il y a plusieurs types de cases. Alors, j'ai pas l'attestation sous les mains exactement là, pour la regarder. Si, alors, euh, si le client va se déplacer chez vous, il va cocher a priori la deuxième case, déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans les établissements dans les activités de autorisées. Donc là, ça peut être le cas. Ou consultation et soins ne pouvant être assurés à distance. D'ailleurs, ce n'est pas consultation médicale, hein, c'est consultation tout court. Donc c'est un peu plus large. Et soins, donc ça peut être les soins du corps. Encore une fois, je le redis, mais c'est bien la preuve qu'il y a quand même une ouverture qui est faite aussi par rapport à ça. Consultation ou soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés. Donc là, ils peuvent cocher cette deuxième case Mhm. pour se rendre chez le professionnel. Voilà. Très bien. Ce sont les deux seules cases qu'on peut cocher quand on va voir un professionnel. Ok, on va prendre quelques questions qu'on a reçues. On en a reçu énormément. La première, c'est activité. Alors, bien sûr, ça on l'a fait. Le seuil de 80% de perte de chiffre d'affaires n'est pas maintenu, hein. Non, il n'y a plus question du seuil de 80% de chiffre d'affaires. On a mis à jour sur le site la petite infographique du gouvernement qui est assez claire, hein. Il n'y a plus que, je rappelle, soit aucune demande de chiffre d'affaires si vous êtes en fermeture administrative, soit 50% de baisse si vous êtes dans les secteurs S1 et S1 bis, auquel cas vous avez droit à 10 000 euros maximum,
soit 50% de baisse sur les autres secteurs, auquel cas vous avez droit à 1500 euros maximum. On rappelle que ces listes sont accessibles sur le site de la Fédération des auto-entrepreneurs Oui, et puis très facilement trouvables avec Google oui. sur le site officiel. Question, Grégoire, concernant les cotisations, est-ce qu'il y a des exonérations, il y a des Alors, choses? on a effectivement un grand sujet sur les cotisations et les exonérations. Donc là-dessus, c'est pas extrêmement clair pour l'instant. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les activités, donc là aussi, on va préciser parce que tout n'est pas hyper clair pour l'instant dans le message. Donc, premièrement, sur les reports de cotisation, on n'a pas d'informations claires à ce jour. Donc, je n'en parlerai pas. Je ne sais pas encore quels reports de cotisation sociale auront lieu au cours de ce trimestre, et d'ailleurs même s'ils auront lieu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 types d'exonération. Première exonération, les entreprises fermées administrativement bénéficieront d'une exonération totale. La question c'est, sur quelle période? Est-ce que c'est que sur la période de fermeture administrative? J'imagine que oui. Ou est-ce que c'est sur l'année? J'imagine que non. Et il y a une question quand même sur l'exonération totale de cotisation pour les entreprises fermées administrativement. Premier cas. Deuxième cas, S1 et S1 bis. Si vous avez perdu 50% de baisse de chiffre d'affaires, vous avez droit aux 10 000 euros d'aide, mais vous avez aussi droit aux mêmes exonérations de cotisation sociale Ok. que pour la situation. Troisième cas, pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement suspendus. Les prélèvements qui étaient des prélèvements mensuels, pour ceux qui avaient potentiellement mensualisé leur prélèvement. C'est très rare chez les auto-entrepreneurs, parce qu'en général, ça ne se fait que à la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc, pour ceux qui avaient des prélèvements, notamment s'ils sont fermés administrativement ou s'ils ont des problématiques d'activité, les prélèvements sont suspendus sans aucune démarche à faire. Donc, ça sera réajusté plus tard, j'imagine, une fois que la crise sera passée. Ok, il n'y avait pas un troisième cas, tu me disais? Là, c'est celui-là. Le troisième cas, c'est Ok, vraiment les pardon. travailleurs indépendants, on va dire classiques. Ok, Et à mon avis, concerne très très peu les auto-entrepreneurs. très bien. On va retourner sur vos questions. Nous avons Fabienne qui nous dit: Désolé, je ne comprends plus rien. Peut-on recevoir ou non en cabinet si on respecte les gestes barrières? Fabienne est coach. Mais encore une fois, la réponse est plutôt oui si vous recevez individuellement des personnes pour des consultations ou des soins. D'ailleurs, c'est prévu dans, dans l'attestation, hein, troisième cas de l'attestation, consultation, examen et soins ne pouvant ni être assurés à distance ni différés, et l'achat de médicaments. Donc si le coaching n'est pas réalisable à distance et que ce n'est pas différable au sens où la personne a vraiment besoin d'être coachée maintenant parce qu'il y a un risque psychologique, médical, social, etc., et que vous considérez que ce coaching est nécessaire pendant le confinement, a priori, la personne peut se déplacer chez vous, dans votre cabinet, dès lors qu'au cabinet, l'ensemble des gestes barrières sont assurés, gestes lavage de main, port du masque, distanciation, une seule personne dans le cabinet à la fois, pas de brassage des populations, idéalement 2 salles d'attente ou pas de salle d'attente du tout pour éviter que les gens se mélangent dans la salle d'attente, etc. Voilà, ça me paraît être les règles qu'on croit, enfin qu'on distingue à la fois dans l'article 27 du décret, à la fois dans l'attestation de déplacement dérogatoire, qui semble prévoir ce type de cas. On attend un décret qui précise tout ça encore parce que c'est vrai qu'il y a une grosse inquiétude, hein. Là, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, les gens ne savent pas s'ils peuvent ou non travailler en fait. Bah oui, mais je sais bien, je note comme à chaque fois que le gouvernement déclenche un confinement hier soir à minuit pour imposer aux entreprises de fermer ou en tout cas de respecter un certain nombre de choses, mais que tout n'est pas clair dans la tête de la direction générale des entreprises, même du gouvernement, parce que finalement les textes ne sont pas sortis. Voilà. Donc Euh, on voit bien qu'il y a un petit flou quand même sur le sujet, Ludo, je l'atteste. Il y a un flou sur le sujet et évidemment sur la page de la Fédération des auto-entrepreneurs, on vous tiendra informé dès qu'on aura des informations plus claires. Est-ce qu'on a aussi des éléments sur le fonds de solidarité, la cotisation foncière des entreprises, pardon? Alors non, on n'a pas d'éléments pour l'instant sur la CFE. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé depuis la dernière fois. Je rappelle que on avait la possibilité de stopper les prélèvements mensuels qui permettaient de payer la CFE. La demande que l'on a faite, nous, c'était une demande plus claire, hein, plus précise, de dire on veut une exonération complète de CFE cette année, qui est quand même, me semble-t-il, une mesure assez logique et assez compréhensible, je pense, chez les auto-entrepreneurs. On n'a pas envie de payer la CFE cette année, notamment parce qu'on ne pourra pas la payer.
et qu'en plus, je pense que les communes, je rappelle que c'est une taxe locale, les communes pourraient faire cet effort, hein, comme le gouvernement l'a fait, comme les régions l'ont fait sur le fonds de solidarité, les communes pourraient faire cet effort de ne pas payer, enfin de ne pas collecter à la CFE en 2020. Donc c'est une demande qui est complexe parce qu'elle nécessite que les communes et les départements s'entendent avec le gouvernement pour faire cette exonération en 2020. Voilà. Bon, mais Alors, on a encore quelques jours, puisque normalement la CFE est générée autour du 15 novembre. Donc on va s'attaquer à ça dans les 15 jours qui viennent. Alors, on nous dit, il sort quand le décret concernant les activités qui peuvent exercer? Les décrets se font très souvent beaucoup attendre hein, avec cette crise. Il y a beaucoup de décrets à produire et c'est vrai que des fois ça paraît un peu long. Je pense notamment aux évolutions concernant le fonds de solidarité. Là, c'est qui peut continuer à exercer et les gens sont impatients et attendent vraiment ce décret. À ce propos, nous, on essaie de décrypter hein, les éléments qu'on a déjà sur la table, comme l'extrait du décret qui a été publié ce matin qui est quand même assez éloquent en disant que si on fait attention, on peut continuer à travailler. En gros, c'est le message. Maintenant, il faut attendre plus de détails. Alors, le décret qui nous donnera vraiment les activités qui peuvent continuer, Greg, est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'on va l'avoir? Non, mais il faut attendre le week-end. En fait, c'est un peu toujours pareil. Là, je crois que le confinement a été décrété dans l'urgence parce qu'il y avait vraiment besoin de mettre un coup d'arrêt à cette épidémie et de dire aux gens, vous sortez plus de chez vous, vous travaillez ou vous travaillez Hmm. vous travaillez ou vous restez chez vous, en gros, hein, c'est plus de relations sociales, plus de visites, plus de restaurants, plus de bars, plus de fêtes, plus de soirées, voilà, plus de mixage et de brassage social, notamment dans les transports en commun. Comme lors du premier confinement qui s'est déclenché en fin de semaine, il y a eu tout un tas de travail réalisé pendant le week-end. Donc je pense que lundi, on en saura quand même beaucoup plus sur un certain nombre de mesures, notamment sur effectivement la liste exacte des activités. On va essayer de vous faire, mais c'est un travail énorme, une vue par région ou par département, là où les préfets prendront des mesures supplémentaires. Ça sera à vous de les suivre aussi, parce que malheureusement, on ne pourra pas à la Fédé suivre tous les départements pour toutes les activités qui potentiellement ne seraient pas interdites, mais qui le seront par certains préfets. C'est extrêmement lourd comme travail. On va essayer de le faire, mais c'est lourd. Et on aura évidemment des décrets, notamment celui sur le fonds de solidarité qui sera, je pense, sorti lundi, et qui permettra de préciser des choses sur le côté mesure déclarative, qui peut le demander, à partir de quelle date on a le formulaire qui est en place, etc. Très bien, donc il y a encore effectivement beaucoup d'interrogations. On nous dit, est-ce que vous avez des nouvelles concernant l'élargissement des listes S1 et S1 bis? Bon, bah finalement, ça, c'est même plus un sujet d'actualité, hein. Non, alors là, clairement, il faut plus d'ailleurs, tu as raison, Ludo, c'est plus un sujet d'actualité. Deuxièmement, nous, en tant que Fédé, on va plus s'y intéresser, parce que de toute façon, c'était une liste qui servait assez peu de la cause générale des auto-entrepreneurs, puisqu'elle distinguait deux métiers qui finalement étaient quand même tous impactés par la crise, donc ça n'avait pas beaucoup de sens. La seule petite différence qu'il y a, c'est qu'effectivement, la liste S1 et S1 bis a droit à 10 000 euros d'aide au lieu de 1 500. Donc pour Ouais. certains auto-entrepreneurs qui font 2 000 ou 2 500 euros de chiffre d'affaires par mois et qui ont effectivement perdu ces 2 500 euros de chiffre d'affaires, ils vont pouvoir bénéficier de 2 500 euros d'aide. Ce sera rarement au-delà, parce que je pense qu'il y a peu d'auto-entrepreneurs qui font au-delà de 3 000 euros de chiffre d'affaires, en tout cas sur un mois. Donc clairement, ça peut avoir un impact pour certains d'être dans la bonne liste. Et c'est pour ça que dans la demande que vous ferez sur le site de Bercy, bah, vous aurez peut-être certains une bonne nouvelle, si votre code NAF fait partie de ces listes-là. Mais dans tous les cas, on ne va pas se battre pour élargir cette liste. Donc aujourd'hui, tout le monde a droit déjà à 1 500, ce qui correspond à 95 ou 97% des cas. Donc on va se limiter à ça et on va le faire respecter sur octobre, novembre, décembre, ce qui est déjà un bon combat, me semble-t-il. Exactement. Et on rappelle du coup rétroactivité effectivement à partir du 1er octobre. Il y a beaucoup de questions, hein. Par exemple, savez-vous si les centres de formation ont le droit de continuer de former lorsqu'en vidéo cela n'est pas possible? Alors, il y a dans le décret, mais c'est pareil, j'invite vraiment les gens à lire le décret. Je sais que c'est un peu lourd, mais donc c'est la partie formation, enseignement et formation, ça commence à partir de l'article 31. Euh, donc normalement, les établissements d'accueil du jeune enfant sont ouverts. L'accueil des établissements d'enseignement supérieur, lui, euh, est autorisé à des fins de formation lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance. Donc la réponse est oui. Donc la réponse est plutôt oui. Mais il faut être très précis là encore sur la façon dont ça va être exercé. Parce qu'il y a une différence entre les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de formation professionnelle. Voilà. Alors l'article 35 dit que dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions sanitaires, les établissements mentionnés
Donc l'établissement, on va dire simplifiant, les établissements qui peuvent accueillir des stagiaires pour la formation professionnelle sont autorisés à exercer. Voilà. Lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance. Est-ce qu'on sait quand on va pouvoir demander le fonds de solidarité pour octobre? Ça sera aux alentours du 5-10 novembre, j'imagine, hein. Ouais, je pense entre le 3 et le 5 novembre. Je suis un peu plus positif. Je pense que contrairement au premier confinement, les formulaires sont déjà prêts. Donc ça peut aller assez vite de la part de Bercy et de la Direction générale des entreprises. Je ne pense pas qu'ils modifieront beaucoup les critères, donc ça risque d'être assez rapide. Voilà, je mise sur entre un 3 et un 5 novembre. Très bien. Ensuite, comment on calcule très rapidement le niveau d'aide auquel on peut prétendre sur octobre, sur novembre, sur décembre? Comment on calcule? Eh bien, on compare le chiffre d'affaires du mois en question sur le chiffre d'affaires moyen de l'année passée, ou alors on compare le chiffre d'affaires du mois en question, donc en 2020, avec le même mois qu'en 2019. Pour ceux qui posent la question, c'est une méthode de C'est toujours calcul la même maintenant règle, tout à fait. qu'on a Tout à fait. bien appréhendé. Donc alors attention, hein, c'est une précision technique. Vous prenez la règle qui vous convient et vous pouvez changer de règle d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire que si en octobre, vous avez un octobre 2019 qui était très élevé, vous pouvez comparer avec octobre 2020 et du coup avoir une aide assez conséquente parce que votre chute était importante. Si sur novembre 2019 versus novembre 2020, vous avez un chiffre d'affaires trop faible, vous pouvez toujours utiliser la moyenne des 12 mois. Ça vous permettra d'avoir une aide un peu plus conséquente. L'objectif de cette double règle, c'est justement de gérer la saisonnalité passée de votre activité professionnelle. Donc c'est ça l'intérêt. Et faites les calculs, mais j'espère que vous tenez bien votre livre de recettes au mois le mois. Normalement, si vous le tenez, je rappelle aussi que c'est un livre qui sera demandé en cas de contrôle, c'est important de le rappeler quand même, ce livre des recettes vous permet de calculer la meilleure des deux formules au mois le mois. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour là sur les informations qu'il fallait absolument vous communiquer, les informations essentielles sur les dispositions liées au reconfinement. On fait un simple récap concernant le fait que, eh bien, on est donc sur jusqu'à 10 000 € pour les activités en liste S1 et S1 bis en fermeture administrative et jusqu'à 1 500 € pour les autres activités. Et ce, eh bien, à compter du 1er octobre. Et c'est la vraie bonne nouvelle aussi de ce jour parce que ça veut dire que eh bien, ça fait un mois supplémentaire donc à être aidé, alors que beaucoup avaient imaginé finalement que le fonds, s'il n'était pas éligible aujourd'hui, eh bien, le serait qu'à partir du 1er novembre. Eh bien non, c'est réouverture à tous à compter du 1er octobre. De toute façon, il y a encore un certain nombre de questions, notamment quelles activités sont éligibles aujourd'hui au fonds, enfin, pardon, quelles activités peuvent continuer à travailler, et on attend encore des précisions, et bien sûr, on les donnera dès qu'on les aura, Grégoire. Entendu, bah, c'est exactement ça. On va rassurez-vous, hein, comme toujours, à la Fédé, on est calme et tranquille, mais on est aussi acharné. Voilà, je pense que c'est l'état d'esprit que l'on a depuis le premier confinement. Donc on est Déterminé, calme et tranquille. Et c'est déterminé. important de rester calme parce qu'il y a, ne nous affolons pas, hein, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui sortent, on reste des professionnels, et donc il ne faut pas s'affoler, il faut lire les informations, regarder dans quelle situation on se trouve, se poser, bien se documenter, regarder les différentes communications qui sont faites notamment par la Fédé mais aussi par le gouvernement, et ensuite trancher en bonne connaissance. Et puis nous on s'acharne à faire en sorte que toutes les zones d'ombre, les zones de brouillard, les imprécisions qui sont encore présentes le soient plus, ne le soient plus. Et donc, on travaille avec le gouvernement. J'ai des échanges quotidiens avec les conseillers de Bercy pour avancer sur ces sujets. Donc, rassurez-vous, on est là, on est motivé, on sera précis. Et s'il faut refaire un live en début de semaine prochaine parce que les choses sont beaucoup éclaircies, on le refera. Sans hésiter. Très bien, merci beaucoup Grégoire. De nouveau, bon reconfinement à tous, même si rappelons-le, il est un peu plus souple que la dernière fois. Et puis un bon week-end par avance. Et on se tient au courant effectivement dès qu'on a des informations. Donc restez bien connectés à la page de la Fédération des auto-entrepreneurs. À très vite. Salut Greg. Salut Ludo.